Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, tu as vu PSPP dit là, il faut se parler d'identité de genre, ça va trop loin, il y a une gauche radicale qui nous enfonce ça dans la gorge. Et là, il y a des gens qui disent, oh là là, il a bu le même Kool-Aid que Pierre Poilievre et c'est du petit populisme pour se faire des votes pour gagner l'élection partielle en Jean Talon. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais là, on est en train de virer fou, là. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat en tant que tel. Il y en aura un ensuite. Il n'y a pas de débat à avoir sur ce qu'est un homme et une femme. C'est une vérité biologique, anatomique, inscrite dans la constitution même de l'humanité. Donc ça, c'est pas une question de ressenti. C'est pas une question de ressenti, quoi qu'on en dise. Mais c'est devenu un débat parce qu'il y a une révolution qui traverse le monde occidental et qui est très forte en Amérique du Nord, mais qui est présente en France. Je te donnerai l'exemple dans un instant, où on dit, eh bien, désormais, le sexe est un résidu biologique et anatomique secondaire. Ce qui compte, c'est le ressenti. Dès lors, si je me ressens, je suis homme mais je me ressens femme, je suis homme mais je me ressens non-binaire, tout ça, c'est ça qui compte. Et la société doit s'adapter à mon ressenti. Et si elle ne le fait pas, la société est transphobe. Alors, je m'excuse, mais là, PSPP, quand il nous dit, on va quand même pas transformer complètement le langage, par exemple, c'est la question de mix. On va pas complètement transformer le rapport à l'anatomie, des toilettes mixtes et ainsi de suite. On va pas transformer complètement notre rapport à la culture, aux représentations. Bon, c'est le simple bon sens. Et là, comme d'habitude, pour interdire ce débat-là, en fait, cette posture-là, cette position-là, on dit extrême droite, on dit Poilievre, on dit droite religieuse américaine. Donc, il faut comprendre que la droite religieuse américaine, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était interdire l'avortement. Maintenant, la droite religieuse américaine, c'est considérer qu'un homme et une femme ne sont pas interchangeables et n'ont pas des anatomies interchangeables et que tout ça a des conséquences dans la culture et l'organisation de la société. Je te conduis en France un instant où tu vas voir comment tout ça devient loufoque. À Pau, qui est une ville en France, un couple composé d'un homme et d'une femme trans. Donc, c'était la femme, c'était un homme biologique en train de devenir femme, mais dont la transition n'était pas terminée à ce qu'on en sait, veut voir un gynécologue. Alors là, la secrétaire dit, oh oui, quand même un petit problème, donc qui avertit le médecin. Et le médecin dit, je suis désolé, je suis pas compétent pour m'occuper de ça. Il y a des médecins qui sont compétents pour s'occuper des gens qui sont dans cette situation très particulière, mais moi, je suis gynécologue, je ne suis pas compétent pour cela. Le couple très en colère, c'était un commentaire critique sur Google. Le médecin, insulté de cette fait insulter, répond très vivement de manière un peu vexante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il se permet une formule une formule blessante. Mais là, ça transforme en débat où on dit un instant, les femmes trans, même si elles n'ont pas connu leur opération de changement de sexe, ont le droit de voir un gynécologue. Alors là, c'est comme si le caprice fait le droit. Et là, j'aimerais simplement dire que si j'ai un problème d'estomac, par exemple, j'irai pas voir un ophtalmologiste. Si j'ai un problème de pied, j'irai pas voir un chirurgien cardiaque. Si j'ai un problème de rein, j'irai pas voir un ORL. De la même manière, si mon appareil génital ressemble davantage à la tour Eiffel qu'à l'origine du monde, disons ça comme ça, si mon appareil génital ressemble davantage au concombre qu'à la moule ou à l'huître, disons ça comme ça, eh bien, je vais aller voir un urologue plutôt qu'un gynécologue. Mais non, c'est un droit fondamental, même si l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu, d'aller voir le médecin que je souhaite. Et là, on voit à quel point cette espèce de basculement, comme à un moment donné, c'est anti-scientifique. C'est fascinant d'être dans une époque où tout le monde parle de science, puis on lutte contre l'anti-science. Puis dès qu'on parle de climat, on parle... Je m'excuse, mais il existe aujourd'hui des négationnistes de la biologie, et les négationnistes de la biologie sont ceux qui disent que le sexe naturel ne compte pas. D'ailleurs, ils appellent ça le sexe assigné à la naissance, comme si un dispositif autoritaire, hétéropatriarcal assigné un sexe à la naissance aux enfants sans que ce soit inscrit dans la nature. Donc là, il faut un moment donné pour revenir sur Terre, puis PSPP sur ça se tient droit, je le trouve courageux. Puis quand Bréville, puis j'ajouterai une chose, quand Bernard Bréville, que j'estime, dit, on fera pas une commission parlementaire, on fera une commission d'experts.
Erreur, Bernard-Henri. Oui. Pour quelle raison? Oui. Parce que les experts de ces questions-là sont des militants. Ce sont des gens, ils ont les titres universitaires qui viennent avec ça, mais ce sont des domaines universitaires qui sont très, très, très militants. Et de ce point de vue, une commission parlementaire au moins permettra un débat public sur notre rapport à ces questions, mais apparemment, il n'aura pas lieu. La communauté LGBT veut qu'on s'ouvre à elle. Ce matin, Alexandre Dubé recevait un représentant des LGBTQXYZ. Bon. Et il lui disait, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être une jeune fille qui commence à avoir ses règles, son corps change, elle est un peu mal dans sa peau, puis elle serait mal à l'aise d'être dans une toilette mixte et tout ça. Et lui, non. C'était comme, non, c'est quand même, il faut penser aux LGBT, tout ça. L'ouverture, tu sais, il y avait un manque de compassion et un manque d'ouverture envers cette jeune fille-là, par exemple. Tu sais, là, tu dis, écoute, là, l'ouverture, la compassion, tout ça, c'est à deux sens. C'est pas rien qu'à un sens. Puis j'ajouterais, et là, ça devient, c'est quand même un rappel de base. Là. LGB, c'est la même catégorie. C'est l'orientation sexuelle. Puis bien franchement, on est des sociétés libérales. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, de ce qui se passe dans leurs caleçons, ou qu'ils portent pas de caleçons, s'en fout. Ça les concerne. Il y a franchement, c'est le non-débat. Mais LGBT, là, c'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. Q, c'est plus la même chose, c'est l'identité de genre. Et là, on met sous une même bannière, sous un même sigle, en fait, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Et le concept de minorité sexuelle ne veut pas dire grand-chose. À un moment donné, une orientation sexuelle, c'est comme ça, qu'on fiche la paix aux gens, ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais là, on nous explique qu'un jeune, qui a 12 ans, ça c'est un peu ça qui arrive aujourd'hui, un jeune qui se questionne sur son identité, puis tous les jeunes se questionnent sur leur identité. Puis ça faisait qu'autrefois, est-ce que je suis prep, est-ce que je suis gothique, est-ce que je suis ici? Il y avait un peu de choix, est-ce que je préfère des Canadiens ou des Nordiques? Bon. Et là, aujourd'hui, on pousse à faire en sorte que le questionnement identitaire devienne un questionnement sur l'identité de genre. Et ça, je pense que les effets psychologiques, psychiques, culturels sont massifs sur la jeune génération et qu'on se comprenne bien. Puis là, je le dis, c'est pas une formule purement rituelle. Pour les jeunes qui sont dans une situation de dysphorie de genre, il faut avoir la plus grande sollicitude. Non pas seulement la tolérance, mais la plus grande sollicitude, la plus grande générosité pour les accompagner dans un parcours difficile. Et puis ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme société, on est capable d'accueillir ça. Mais aujourd'hui, on prend prétexte de cette réalité qu'est la dysphorie de genre pour l'élargir et faire de la non-binarité ou de l'identité trans l'identité de référence. Puis inversement, si vous êtes seulement une femme, c'est-à-dire femme à l'ancienne, genre vous avez des organes génitaux féminins, vous prenez pour vous représenter comme femme ou homme, la même chose, et bien là, vous êtes vous êtes dans des catégories réactionnaires inintéressantes. Je pense qu'il serait temps de se tenir minimalement devant ce discours anti-scientifique, je reviens, qui peut causer de graves soucis. Ça ne veut pas dire être fermé, j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire être fermé à toutes les minorités qui ont des droits tout à fait légitimes à réclamer. Mais ce n'est pas un droit légitime, par ailleurs, que de dire que les enfants doivent généralement être soumis à cette idéologie qui les pousse quelquefois à se poser des questions qui n'ont aucun sens pour l'immense majorité d'entre eux. Ils sont déconnectés. Après ça, la gauche se demande comment ça se fait, ça fonctionne pas aux élections. Allô, vous êtes déconnectés. Et écoute, un gars qui a un pénis, là, qui va voir un gynécologue, le spéculum, là, il rentre où? Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et de la même manière, tu peux prendre ça, la femme qui dirait « j'ai mon cancer de la prostate », c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, l'anatomie existe. L'anatomie existe. Mais on est dans une époque de désincarnation. On est dans une époque qui virtualise l'existence. C'est l'époque du métavers. C'est l'époque où on veut se détacher le plus possible de son corps. C'est l'époque où on veut renaître quelquefois dans le fantasme d'être absolument créateur de soi-même. Tout ça se concrétise dans cette idéologie qui dit finalement votre corps, c'est pas vous. Votre corps, c'est une espèce d'enveloppe charnelle, extérieure à vous, qui ne dit rien de votre vérité intérieure. Mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et puis ce qui est terrible, c'est que le simple rappel de cette évidence passe aujourd'hui pour transphobe d'extrême droite, Pierre Poilievre et Alléluia. Mais c'est ça, une chance de pas entendu Thomas Mulcair ce matin. T'aurais collé au plafond. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de te lire là-dessus. J'espère que tu vas écrire là-dessus. Merci, Mathieu. Salut. Demain. Bye bye. À demain. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là.
Alors, Philippe Lorange, qui a une barbe, qui a une voix grave, donc je présume que c'est un homme. Bonjour, Philippe. Bonjour. Il n'y aura pas de commission parlementaire. C'est Jean-François Lisée qui avait écrit ça en disant qu'il fallait qu'il y ait une commission parlementaire pour discuter de toute l'histoire de l'identité de genre. Finalement, Drainville dit non, ça va être un comité scientifique. T'en penses quoi? Mais là, on n'a pas encore beaucoup les détails. Ça vient tout juste de sortir. Oui. Mais c'est ça, on voit que la requête de PSPP sur la commission parlementaire a été rejetée. Bon, après le comité scientifique, moi, j'ai hâte de voir comment il va être composé. Parce que j'ai envie de dire, quels scientifiques vont avoir l'audace de s'opposer à la théorie du genre? Je pense pas qu'ils vont en avoir, parce qu'ils ont peur de se faire accuser de transphobie, de toutes sortes d'accusations dans le même genre. Donc, je pense que la plupart des experts qui vont s'opposer à la théorie du genre ou qui vont avoir des nuances vont vouloir rester dans l'ombre. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Parce que si tu es un expert scientifique puis tu t'opposes à la théorie du genre, tu te mets un peu au banc de la communauté, puis ça peut être difficile après d'avoir des subventions pour ta recherche, par exemple. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que, ben oui, à l'université, c'est tellement important les subventions. Puis on sait à quel point le Canada s'implique beaucoup dans les subventions. C'est surtout eux qui ont beaucoup d'argent. Et c'est certainement pas le fédéral qui va s'opposer à la théorie du genre. Donc, c'est certain que moi, je vois pas combien il y a d'experts qui pourraient se prononcer là-dessus. D'autant plus qu'il faut pas s'imaginer que parce qu'on parle des scientifiques des sciences de la nature, que forcément, ces gens-là vont s'opposer à la théorie du genre. On sait qu'en psychiatrie, il y en a beaucoup qui ont des théories plutôt farfelues, là, qui peuvent aller dans ces directions-là. Donc, c'est pas juste les sciences humaines qui vont dans... Donc la science dure ne te protège pas de la contamination idéologique. Non, mais on l'a vu d'ailleurs, je pense qu'il y a un an environ, je pense que c'était un chercheur à Concordia, je sais plus c'était quoi, peut-être en physique ou en ingénierie, je sais plus très bien, puis il voulait se monter une équipe. Puis lui-même, c'est un Indien, là, origine indienne. Il voulait se monter une équipe, puis là, le chef de... son université disait, mais là, vous êtes obligé d'avoir tel quota de diversité, tel quota de gens minorisés et tout ça. Mais lui-même disait, ben moi-même qui est d'origine indienne, je veux pas ça, là, je veux les meilleurs. mais c'est triste que les scientifiques en viennent à taire certaines réalités scientifiques parce qu'ils ont peur à leur carrière. Mais ils ont peur, mais je les comprends en même temps, parce que si c'est fini, c'est fini, hein, quand même. Oui. On est rendu là. C'est-à-dire ce qu'on vit depuis 2020 environ, c'est vraiment la révolution woke. Donc c'est comme une révolution culturelle, pas avec la même violence physique que ce qu'on a pu voir en Chine ou ailleurs, mais avec la même violence symbolique, c'est-à-dire qu'on peut quand même perdre votre emploi, perdre vos amitiés professionnelles. Donc après, toute votre carrière, tout ce que vous avez investi, c'est fini, ça marchera plus. Donc moi, je pense pas que le comité scientifique soit la meilleure idée. Après, là, ça vient juste de sortir, on n'a pas encore les détails, les paramètres, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on a un débat de société sur des valeurs, des grandes questions, c'est toujours... On dirait que le réflexe des politiciens, c'est de reléguer la décision à des experts ou des technocrates. Oui. Donc c'est de dire, on va monter un comité, on va faire une commission parlementaire, on va nommer un... Non mais pourquoi vous prenez pas des décisions? C'est-à-dire la population vous a élu sur la base d'un programme. C'est les fameux comités, là. Quand tu décides, quand tu nommes des gens au comité, tu sais déjà ce qu'ils vont penser. Souvent. Parce que tu connais les gens, là, tu sais. Mettons, là, moi, je me dis, là, est-ce que je devrais manger de la viande ou pas de viande? Fait que je vais aller demander l'opinion d'un gars que je sais qu'il est végétarien. Fait que, parce que déjà, ma tête est faite. Puis je veux rien dire, regarde, il me dit de pas manger de viande, donc... Ouais, c'est un peu ridicule. Mais on l'a vu d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, on parlait de la statue de John A. MacDonald. Puis là, la Ville de Montréal a nommé un comité qui a décidé que finalement, on le mettrait dans un musée. Mais encore une fois, pourquoi c'est pas les politiciens qui ont été élus par la population qui décident? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un comité, une affaire de plus? Je comprends pas pourquoi les politiciens... C'est comme s'ils ont peur de la décision, parce qu'ils ont peur de la critique. Et donc, ils se disent, mais ma décision, dans le fond, elle est fondée sur le comité, sur la commission. Donc, ça permet de se justifier en disant, mais dans le fond, c'est pas vraiment ma décision. C'était apolitique, c'était en dehors de la politique. Donc, il y a comme une peur du conflit. Il y a une peur d'assumer ses propres décisions, ses propres choix, en reléguant ça à quelque chose qui est considéré comme juste expertise scientifique, apolitique. Mais c'est comme Tout à fait. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des positions assumées, puis qu'il y ait un conflit assumé. Un conflit qui est civilisé, évidemment. Je pense que Mathieu Bocoté en parle souvent. Décider, c'est trancher. Ben oui, donc, faire des mécontents. Absolument. Mais c'est la même chose là-dessus. Puis là, sur l'identité de genre, il y a déjà plein d'études qui ont été faites. Il y a plein d'experts qui sont déjà prononcés. Il y a déjà plein de lobbies. Il y a plein de personnalités publiques qui se sont exprimées sur le sujet. Donc, pourquoi un politicien n'est pas capable de faire son propre boulot, faire sa propre recherche, puis trancher? Je comprends que c'est déjà occupé, mais quand même, je veux dire, il faut vraiment trancher par soi-même au lieu de toujours reléguer la décision à des scientifiques.
D'autant plus que moi, je crains que je pense que ceux qui vont être nommés, ça va être vraiment, comme tu dis, les végétariens. Là. C'est-à-dire que ça va être les pro-trans qui vont dire oui, on va accepter les trans, mais avec certaines nuances. Et surtout, je suis sûr que c'est ça qui va déboucher de tout ça. Tu as lu le texte de la presse sur la génération Z au cégep. Là, ils se pointent pas à leur cours parce qu'ils vont au spa, puis c'est plus important. T'en penses quoi? Mais ça me surprend pas du tout. Moi, je suis de cette génération. Quand je dis que je suis de cette génération-là, objectivement, je le suis. Après, ça veut pas dire que dans les valeurs, je le suis. Mais c'est-à-dire c'est la génération Z. Donc, moi, j'ai eu un collègue en socio à l'UQAM qui est vraiment pertinent, qui est pas du tout woke, d'ailleurs. Un des rares collègues pas woke. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Carole Alain, qui a déjà écrit plusieurs best-sellers. Lui, il fait des conférences un peu partout dans le monde. Et son dada, son sujet, ça m'a fait penser à ça quand je disais ta chronique, puis l'article de la presse, c'est justement les transformations du travail. Puis lui, il fait des conférences au Québec, en France, un peu partout, sur à quel point la génération Z, c'est complètement une révolution dans le monde du travail. Puis là, les entreprises, ils l'appellent parce qu'ils disent « je comprends pas ». Je comprends pas comment garder ces gens-là parce que c'est complètement une autre mentalité. Puis ce qu'il m'expliquait souvent, puis j'ai même lu son livre « Le choc des générations », il expliquait que, par exemple, chez les X et les boomers, on était plus dans l'engagement, puis on cherche des conditions objectives au travail, comme une bonne retraite, une bonne sécurité d'emploi, un bon salaire. Donc, des conditions objectives comme ça. Tandis que le Z, donc ma génération, c'est plus comment moi, je vais m'épanouir au travail. Est-ce que ça correspond à mes valeurs, cette entreprise? Est-ce que j'ai beaucoup de congés, un horaire flexible? Est-ce que le patron, il est cool? Donc, c'est plus ludique. Mais c'est-à-dire, oui, est-ce que je suis confortable? Est-ce que ça va être comme une pantoufle, ce travail-là? Là? Entre autres, mais aussi l'affaire, je pense que les jeunes cherchent un sens à leur vie dans le travail. Tandis que chez les boomers, chez les X, le travail, c'est comme juste, on va chercher de l'argent. Donc, chez le Z, c'est plus l'idée que le sens de ma vie doit se retrouver dans mon travail. Je dois être en harmonie avec mon travail. Donc, je dois faire quelque chose qui est épanouissant. Puis, notamment, on sait que les Z cherchent une entreprise, notamment, qui va être bonne pour l'environnement, qui va avoir une cause comme la justice sociale. Donc, on le voit, par exemple, les banques, les grandes entreprises, souvent, ils disent, vous voyez, on est écologique, on a investi, on est pro-LGBT. Donc, tout ça, c'est pour attirer notamment les Z. Mais en même temps, ça peut pas fonctionner complètement. Parce que ce que m'expliquait mon collègue, justement, aussi, c'est que souvent, les Z, ils restent pas plus que 3-7 ans au même travail. Ils changent beaucoup. Oui. Donc, ça va rester, cette mentalité-là. Puis même si, il m'expliquait qu'il y a des gens, par exemple, qui avaient fait étudier médecine, ingénierie, ils essayaient ça pendant 3-7 ans, puis après ça, ils devenaient camionneurs. C'est même pas des blagues. Ça arrive quand même régulièrement en plus. C'est-à-dire que c'est comme si les Z n'acceptent pas de faire toute leur vie dans un seul et même emploi. Il faut qu'ils changent, il faut qu'ils essayent de nouveaux horizons. Mais tu sais, je parlais de la pantoufle, tu sais, vis-à-vis le soulier qui est pas tout le temps confortable. On dirait qu'ils veulent être confortables. Ils veulent tout le temps habillés en mou. Tu sais, que ton travail, ce soit comme un coton ouaté autour de toi, là, qui n'est pas contraignant. Mais dans la vie, tu as des contraintes. À l'école, tu as des contraintes. Puis au travail, tu as des contraintes. Puis tu as des critiques. Ils veulent que ça soit slack. Oui, on le voit justement dans l'habillement. D'ailleurs, c'est ça, ce qu'on voit, je pense qu'il y a comme un avachissement global qu'on voit depuis... Non, mais c'est vrai. Non, mais pas vrai. Là, je le constate à tous les jours. Non seulement dans l'habillement, mais également dans... Je dis pas que tout le monde est mal habillé, tout en passant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit notamment là-dedans, mais aussi justement comme on l'a vu dans l'article du Cégep. Puis là, tu me parles justement de l'idée qu'il faut être dans le confort. Faut toujours... c'est comme si on est dans le pyjama permanent. Oui. Donc, c'est ça, on est vraiment dans l'idée que je dois toujours être bien, me sentir bien, qu'il n'y ait pas d'effort. Mais en même temps, je l'ai déjà dit ici au micro, la vie est difficile, donc l'école doit être difficile. Donc, il faut un peu trouver, je pense que, un juste milieu, parce que peut-être que le monde des X, c'était un monde où, justement, la vie était peut-être trop dure. Puis j'aimerais revenir aussi au contexte comme tel, parce que nous, le contexte des générations Z, c'est facile de trouver un emploi, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bon, donc, c'est relatif, cette question-là. Mais c'est-à-dire, c'est facile de trouver un emploi n'importe quand, puis de négocier le salaire, puis on voit que les salaires sont à la hausse. Tandis que chez les X, c'était complètement l'inverse. Les années 80, c'était le chômage au Québec à 20-25%. C'est ça. Hein. Donc là, trouver un emploi, c'était tout un défi. Il fallait créer notre propre job. Moi, je voulais être journaliste, fait qu'avec une gang, on a créé le journal Voir parce qu'il n'embauchait pas nulle part. Là, mais c'est ça, donc c'était un contexte complètement à l'inverse. Donc ce contexte-là, de difficulté économique, difficulté à trouver un emploi, ça fait en sorte que les jeunes de l'époque ont dû justement se démener puis se démarquer pour trouver un emploi, se trouver une place. Puis une fois que tu l'as trouvé, tu restes là. Parce que les Z, c'est facile de trouver un emploi n'importe où, dans n'importe quoi. Puis on peut facilement trouver un emploi qui paye relativement bien, sans faire trop d'efforts. Par exemple, j'ai déjà connu ça, moi j'ai déjà travaillé en restauration. Il y en a un qui est parti parce qu'il est allé dans les kiosques de cellulaire dans les centres d'achat. Parce qu'il me disait c'est plus payant, puis je fais rien de mes journées.
Donc, c'est facile de trouver un emploi comme ça. Donc, on voit que le contexte objectif économique vient changer aussi la culture. Puis, on voit, je pense aussi dans le cadre familial, c'est-à-dire que peut-être que la famille d'aujourd'hui est moins... le cadre est moins fort, moins rigoureux. Donc, le jeune se sent permis de faire un peu ce qu'il veut de sa vie sans que le parent soit fâché. Alors, ce Pascal Bruckner vient de sortir un essai qui s'appelle « Le sacre de la pantoufle ». Alors, moi, j'ai hâte de lire l'essai de Philippe Lorange, l'avachissement de la société. On est avachi. C'est vrai, j'adore ce mot-là. Toujours un plaisir de te parler. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Marianne Bessette, Max-Émile Sayer et à la réalisation, mise en onde, l'ami Jean-François Roy. Alors, c'est Benoît Dutrisac qui arrive et nous, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible